Est-ce qu'il y a une définition du terrorisme acceptée par tout le monde? Alors la notion de terrorisme ne fait pas l'objet d'une définition très consensuelle et pour une raison assez simple, c'est que cette notion est profondément ambivalente. D'un point de vue historique, d'ores et déjà, on peut noter qu'elle a été d'abord considérée comme une forme de terreur exercée par l'État avant de parvenir à son sens actuel et contemporain de terreur exercée contre l'État et contre la population dans son ensemble. Évidemment, certaines conventions internationales et autres traités ont tenté de fournir des éléments de définition, parfois en listant différents éléments qui pourraient relever du terrorisme, mais il est assez difficile de distinguer ce qui relève dans l'absolu d'actes matériels relevant de crimes de droit commun par rapport à d'autres actes relevant du terrorisme. Certaines conventions internationales ont tenté de proposer une définition, mais il n'y a pas de consensus sur une définition très claire. On peut toutefois identifier trois critères qui permettent de qualifier ce que pourrait être le terrorisme. Un premier critère matériel, ce sont des actes qui portent atteinte gravement à la vie et à l'intégrité physique des personnes. Un critère intentionnel qui est très important, le but exercé par les personnes qui commettent de tels actes, c'est d'intimider la population et de les terroriser. Et puis un critère organisationnel qui est lié à l'idée de concertation collective ou individuelle, de préparation dans le but de réaliser ces actes qui sont prémédités. Est-ce que les terroristes ont eux aussi droit à la liberté d'expression? Par principe, toute personne qui se trouve sous la juridiction d'un État partie à la Convention européenne des droits de l'homme a droit à la liberté d'expression, et même pour des discours offensifs. Il faut rappeler cette célèbre citation d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt Handyside contre le Royaume-Uni de 1976. Le droit à la liberté d'expression, c'est aussi la possibilité d'exprimer des propos qui heurtent, qui choquent, qui inquiètent tout ou partie de la population. Et évidemment, des propos qui touchent au terrorisme peuvent nécessairement inquiéter. Toutefois, certains propos, parce qu'ils sont excessifs, peuvent sortir du champ de protection de la liberté d'expression et du champ de protection de l'article 10, par le recours à la notion d'abus de droit, qui est prévue par l'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit une personne de se prévaloir de droits et libertés conventionnels, comme la liberté d'expression, aux fins de détruire d'autres droits prévus par cette convention. C'est, pour synthétiser, l'idée de exprimer par une maxime révolutionnaire, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Jusqu'à ce jour, la Cour européenne des droits de l'homme a surtout utilisé cette notion d'abus de droit pour priver de toute protection conventionnelle des discours islamophobes, des discours antisémites, des discours homophobes, qui heurtent véritablement les valeurs fondamentales de la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas eu encore d'utilisation de cette notion d'abus de droit pour priver de toute protection conventionnelle des discours terroristes. Quelles sont les questions qui se pose la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'elle a devant elle une affaire qui touche à la fois à la liberté d'expression et à la lutte contre le terrorisme? Alors, si la Cour estime qu'un propos relève bien du champ de la liberté d'expression et donc n'est pas exclu pour abus de droit, eh bien, en matière de discours terroriste, elle va faire exactement le même contrôle qu'elle opère en pratique et habituellement pour la liberté d'expression. Il est assez difficile d'identifier dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme des lignes de force assez claires. Pour une raison simple, c'est parce que tout cela est véritablement lié aux circonstances particulières de l'espèce. Il est tout de même possible d'identifier un critère extrêmement important dans la jurisprudence de la Cour qui trace la ligne de partage entre le discours toléré et celui qui peut être sanctionné. C'est le fait de savoir si le discours tend à inciter directement à la violence, au soulèvement armé ou à la révolte, finalement qui tend à créer une menace grave pour la vie et l'intégrité physique des personnes. Et sur cette ligne de partage, la Cour européenne des droits de l'homme va estimer qu'une limitation de la liberté d'expression sera proportionnée ou elle ne le sera pas. Pour prendre un exemple, dans un arrêt très important, Surek contre Turquie de 1999, la Cour a estimé qu'il était possible de sanctionner et d'interdire la publication de textes au motif que ces textes incitaient à la répression sanglante, ou en tout cas à des actes qui touchaient gravement à la vie. Mais ce critère de partage entre l'incitation directe à la violence et ce qui ne relève pas de cette incitation directe à la violence peut parfois être troublé pour certaines affaires où il s'agit d'apologie du terrorisme. Il est parfois plus difficile pour la Cour d'utiliser ce critère. On peut utiliser et notamment évoquer cette affaire Leroy contre France de 2008. Dans cette affaire, la Cour a estimé qu'il était possible de sanctionner un journal pour avoir diffusé des caricatures
au lendemain des attentats du 11 septembre, qui pouvaient être considérées comme offensantes parce qu'elles glorifiaient du point de vue de la France les actes et les attentats du 11 septembre. Et la Cour n'a pas utilisé le critère de l'incitation directe à la violence, mais plus l'idée que cette caricature serait de nature à nourrir la possible violence. Le journaliste a-t-il des responsabilités particulières lorsqu'il reporte sur des actes terroristes ou lorsqu'il interroge une personne qui fait de l'apologie du terrorisme? En matière de terrorisme, les devoirs et responsabilités des journalistes sont encore plus forts. La Cour européenne des droits de l'homme estime que ces devoirs leur obligent à faire très attention dans le recueil de la parole de personnes qui pourraient être des responsables d'organisations terroristes, et ils doivent éviter de nourrir dans une situation de conflit et de tension ce qui pourrait être véritablement un discours d'appel à la violence et d'incitation directe à la haine. À cet égard, ce qui va être surtout le critère clé, c'est le positionnement des journalistes. Ils doivent se distancier du discours qui inciterait à la violence. Ils peuvent relater les propos tenus par des responsables d'organisations terroristes, mais à condition de se placer à distance, de pouvoir replacer ces propos dans leur contexte et donc de ne pas finalement offrir une tribune libre à ces discours incitant à la violence. C'est donc encore une fois cette ligne de partage très importante entre d'une part le refus de la diffusion de propos appelant à la violence et qui pourraient donc inciter à la violence plus généralement, et la nécessité de permettre la liberté d'expression journalistique au nom du droit à l'information du public. Quels sont les enjeux les plus récents, les questions les plus brûlantes qui se posent de nos jours en matière de droit à la liberté d'expression face à la lutte contre le terrorisme? Alors aujourd'hui, c'est surtout la question de l'apologie du terrorisme qui va vraiment être une question tout à fait centrale. Il est normal que la démocratie soit défendue, et la Cour européenne des droits de l'homme le rappelle fréquemment, qu'il est nécessaire de lutter contre la violence terroriste, mais cette lutte ne doit pas aboutir à conduire à porter atteinte aux valeurs protégées par la Convention. Et aujourd'hui, c'est sans doute ce qui sera le plus difficile à saisir, cette diffusion très insidieuse d'un discours qui glorifie et qui fait une apologie du terrorisme, pouvoir le sanctionner et le réprimer fermement pour éviter que ce poison se diffuse dans nos démocraties, mais ne pas faire que le remède soit plus grave que le mal en lui-même, et donc finalement porte atteinte à la liberté d'expression en soi. Ça, c'est un premier défi. Et puis, il y a aussi un défi plus technique. Désormais, ces discours ne se diffusent plus uniquement par des médias traditionnels. La question de la diffusion par voie de presse est aujourd'hui assez dépassée. On peut penser, bien sûr, à la diffusion de discours terroristes par voie numérique, qui traverse les frontières, qui rend plus difficile l'identification des auteurs des propos et donc l'engagement de la responsabilité de ces auteurs de propos, et tout un tas de dispositifs qui pourraient gravement porter atteinte à la liberté d'expression, comme le blocage administratif de certains sites internet. Ce sont véritablement de vrais défis qui incombent à la Cour à l'avenir. Ce qui compte surtout pour la Cour européenne des droits de l'homme en particulier, c'est de toujours tenir très fermement à ces principes. Le principe est la protection de la liberté d'expression et l'exception et la limitation de cette liberté. Il faut donc trouver une ligne de partage qui soit suffisamment claire pour éviter de trop porter atteinte à la liberté d'expression, et surtout donner une ligne de conduite très claire pour les États parties au Conseil de l'Europe qui ont une grave mission qui est celle de lutter contre le terrorisme sans porter atteinte aux valeurs démocratiques protégées par la Convention européenne des droits de l'homme.